Mesdames et messieurs, bonjour et merci de préférer Eden TV pour vous informer. Dans l'actualité ce jour, à l'instar de la communauté internationale, le Bénin a célébré la 8e édition de la Journée mondiale des sols. Placée sous le thème Stopper la salinisation des sols, accroître leur productivité. Vous suivrez dans cette édition le message du ministre Gaston Dossoui. Les prêtres du FA ont déjà consulté les ancêtres samedi et les résultats du TOFA 2022 sont déjà connus. Mais que révèlent les principaux signes? Éléments de réponse dans un instant. Et hors de nos frontières en Gambie, Adama Barrow, président sortant et candidat à sa propre réélection, est reconduit dans ses fonctions suite aux élections du samedi dernier. C'est tout pour le sommaire, le développement dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous. Ouverture ce jour du procès du professeur de droit constitutionnel Joël Aïva et ses co-accusés à la Cour de répression des infractions économique et du terrorisme, CRIET. Le principal accusé planche actuellement devant le juge Mario Elam Metonou pour répondre des chefs d'accusation d'organisation d'actes terroristes et de blanchiment d'argent à lui reprocher depuis le 15 avril 2021. Vous aurez les détails de cette journée d'audience dans nos prochaines éditions. À l'instar de la communauté internationale, le Bénin a célébré hier dimanche la 8e édition de la Journée mondiale des sols. Placée sous le thème Stopper la salinisation des sols, accroître leur productivité, la journée vise à sensibiliser le grand public sur l'importance de maintenir des écosystèmes sains pour le bien-être humain. En luttant contre la salinisation et en encourageant les sociétés à améliorer la santé des sols, voici un extrait du message du ministre de l'Agriculture à l'occasion. Au Bénin, la proportion de sols dégradés ou en dégradation est estimée à 62% de nos emblavures, estimation faite par l'Institut national de recherche agricole. Les sols sont menacés par de multiples formes de dégradation. Dégradation physique, dégradation chimique, dégradation biologique. L'une de ces formes est l'accumulation de sel dans le sol et qui perturbe la productivité de ce sol. Cela peut être naturel en raison de la libération des sels par les roches, de l'infiltration et de l'évaporation de l'eau de mer ou de dépôts de sel dans les zones à proximité de la mer. Cependant, l'accumulation de sel peut également être causée par des pratiques humaines telles que l'irrigation avec une eau de mauvaise qualité ou insuffisante, la déforestation, l'utilisation non durable d'engrais ou la surexploitation des aquifères dans les zones sujettes à l'intrusion marine, entre autres. Vous constatez avec moi que le Bénin n'échappe pas à la problématique de la salinisation des sols face à l'ampleur de la production maraîchère dans les zones côtières de notre pays. Plusieurs méthodes sont adoptées pour éliminer les sels en excès de la surface du sol et de la zone de racines dans le sol salin. Il s'agit par exemple de l'apport de l'eau d'irrigation ou de la pluie sur le long terme au-delà de ce qui est nécessaire à l'évaporation, de la culture ou de la programmation de lessivage pour précéder les étapes critiques de la croissance au cours desquelles le stress devait être évité. L'utilisation du biochar, un charbon biologique obtenu par la combustion anaérobique des résidus de récolte tout en améliorant les propriétés physiques, chimiques et biologiques du sol, réduit l'impact négatif du stress salin en minimisant l'absorption du sodium par les plantes. La coopération technique allemande, à travers la GIZ, met en œuvre avec nous, dans 18 communes de 4 de nos départements, la problématique de désalinisation de sol, de la restauration de la fertilité des sols. Plus de 160 000 hectares de sols ont été déjà réhabilités. Cependant, davantage d'efforts restent à faire par le système national de recherche agricole, les décideurs politiques,
les acteurs non étatiques, les organisations de producteurs, pour comprendre dans le contexte béninois la situation des sols salins et le processus qui conduisent à leur maîtrise. Mes chers compatriotes, acteurs du secteur agricole, je vous invite à mettre en œuvre les solutions idoines pour stopper la salinisation des sols pour accroître leur productivité. Du ministère de l'Agriculture, rendons-nous directement auprès des prêtres du FA qui se sont retrouvés à Godomé samedi pour la consultation du TOFA 2022. À l'issue de cette cérémonie hautement spirituelle, le signe principal sous lequel le Bénin sera placé en 2022 est Oulin Kotche. Selon les interprétations de ces signes, l'année s'annonce radieuse pour le Bénin. Il en ressort également des interdits et recommandations. Suivez le compte rendu de Clémence Tonoukoin. Oulin Kotche, Futula et Ablaoli. Ainsi se résument les signes sous lesquels la nouvelle année sera placée au Bénin. Il ressort de l'interprétation de ces signes que le Bénin sera favorablement illuminé en 2022. Le signe principal, c'est Oulin Kotche. Oulin Kotche nous parle des risques de maladie, des menaces de maladie auxquelles on sera assujetti dans l'année 2022. Donc déjà avec les prescriptions, les sacrifices qui auront lieu de fait, nous serons à l'abri de ces maux-là. Beaucoup de gens seront démunis de leur propriété, de leur liberté. Futula a dit d'être beaucoup patient et que l'avenir sera très radieux pour nous. Donc déjà, il ne faut pas être pressé dans ce qu'on est en train d'envisager. Le FA a dit qu'on sera confronté à beaucoup de problèmes de pièges. Mais le FA est en train de souligner un problème. Il y a une personne âgée qui va tomber dans l'année là. Mais c'est pas mal. Il y a la divinité Dan, la divinité Toros, la divinité Sakpata et la divinité Legba, qui est la divinité de toutes les divinités auxquelles on va envoyer les sacrifices nécessaires pour pouvoir bénéficier de la grâce divine. Le Bénin va connaître un essor économique si les sacrifices sont faits. Mais dans leur quotidien, les Béninoises et Béninois doivent faire preuve de discernement et de prudence. C'est vrai que le pays est en difficulté un peu financièrement, que les gens crient, mais ceci, Oulin Kotche, nous rassure aujourd'hui que si les sacrifices sont bien faits, si nous arrivons quand même à respecter ce que le FA nous dit, que tout ira mieux et bien. Il y a beaucoup de pertes d'argent, trahison, les gens vont, juste à cause de la gourmandise, faire beaucoup de choses qui vont les amener devant la loi et la justice. On doit savoir parler, on doit garder la bouche, c'est-à-dire la discrétion dans tout ce qu'on peut faire. Il ne faut pas qu'on se précipite sur les choses. Le développement, c'est rassuré que nous allons bientôt avoir satisfaction. Nous devrions normalement nous occuper de nos enfants, des femmes, surtout nos mamans. L'exécution des sacrifices recommandés par l'oracle pour conjurer les charges énergétiques négatives liées au signe apparu sera la prochaine étape de cet exercice. Toujours dans le cadre du TOFA 2022, suivez à présent les explications un peu plus approfondies du Bokono Ayandji d'Anhuignon sur les 3 signes majeurs qui gouverneront le Bénin l'année prochaine grâce au TOFA 2022. Si nous prenons le signe, ça nous donne un femelle et puis un mâle. Le Oulin est une femme. Le Tché est un homme. Oulin Kotche nous dit qu'il aura tous les bonheurs qui vont venir, mais sous condition que les sacrifices seront bien réalisés. Oulin Kotche prédit aussi les cas de maladie. Il y aura les cas de maladie qui vont venir. Et avec les sacrifices, j'espère que toutes ces maladies vont rester à l'écart et puis on aura la paix dans le pays. Il ne faut pas confier nos biens à nos amis sur le signe Futula de Minona. Et encore, il faut éviter les cas d'incendie. Il y aura les cas d'incendie. Ablaoli nous dit de respecter respectueusement nos mamans.
pour ne pas Ablaouli. Il a, comme on dit, d'éviter les cas d'avortement. Ça nous interdit d'éviter les cas d'avortement. Et Ablaouli nous parle aussi des cas d'empoisonnement. Oui, sur certains plans. Si on respecte les recommandations que les signes ont révélées, j'espère que tout ira bien. Au volet éducation de cette édition, lancement samedi de l'ouvrage Bréviaire du foncier béninois, des paroles aux actes de Daouda Moussé. Sous le parrainage du maire Angelo Évariste Awandinou, la cérémonie s'est déroulée dans la salle du peuple de la mairie d'Abobey-Calavi. Suivez. Bréviaire du foncier béninois, des paroles aux actes, c'est le titre de l'ouvrage lancé ce samedi 4 décembre 2021 par Daouda Moussé. Mise à la disposition des acteurs et bénéficiaires du foncier en République du Bénin pour sa meilleure gestion, cette œuvre de 462 pages divisée en 2 parties de 8 chapitres aborde entre autres les thématiques sur les rôles des collectivités territoriales, la transaction foncière au Bénin et l'audit du foncier. Pour l'inspecteur des impôts, auteur de l'ouvrage, ce livre se veut le précurseur d'une action qui doit durer dans le temps. Je passe le témoin. Telle une course de relais, et j'espère vivement que chacun de nous va jouer sa partition afin que le problème foncier au Bénin commence à devenir de vieux souvenirs. Vu la problématique dont traite l'ouvrage, Angelo Évariste Awandinou, parrain de l'événement, a promis la vulgarisation de Bréviaire du foncier béninois, des paroles aux actes auprès de ses collègues de l'ANCB. Je prends l'engagement ici au nom de l'ANCB d'informer le président, le bureau, afin que ce document soit présenté à tous les maires du Bénin, traduit aussi en langue, pour que nos populations aient aussi l'accès à cette information aussi riche, qui permettra à chacun de savoir comment se lancer dans des transactions foncières. La cérémonie a connu la présence de Yves Chabi-Kouaoro, ministre de l'enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle. En attendant que l'ensemble de la population se procure du nouveau-né déjà disponible dans les librairies, c'est le maire de la commune de Ouida qui emporte le premier livre dans une vente à l'américaine. À présent, hors de nos frontières, en Gambie, Adama Barrow a été largement réélu à la tête du pays au terme du scrutin du samedi 4 décembre dernier. Son principal opposant, quant à lui, n'a recueilli que 27,7% des suffrages. Après la proclamation des résultats dimanche, la victoire de Adama Barrow est contestée par l'ensemble de ses adversaires. Reportage. Des scènes de liesse dans les rues de Banjul, des dizaines de milliers de Gambiens ont célébré ce dimanche soir la victoire d'Adama Barrow à l'élection présidentielle après la proclamation officielle des résultats. Ayant obtenu 457 519 voix lors de l'élection, je déclare par la présente qu'Adama Barrow a été dûment élu président de la République de Gambie. Plus de 53% des suffrages pour le président sortant lors d'un scrutin qui recueille une participation très haute. Près de 9 électeurs sur 10 se sont présentés aux urnes. Dans la foulée de l'annonce de sa victoire, Adama Barrow a adressé un message d'espoir aux Gambiens. Je serai le chanceux choisi par vous. Je vous assure sincèrement à chacun d'entre vous que je ferai tout mon possible et que j'utiliserai toutes les ressources à ma disposition pour faire de la Gambie un endroit meilleur pour nous tous. Ses adversaires, eux, ont immédiatement rejeté les résultats et appellent à des investigations. Son principal concurrent, Ousseynou Darbo, avait déjà accusé Adama Barrow d'avoir manqué à tous ses engagements pour rester au pouvoir. Le chef de l'État étant revenu sur sa promesse de ne rester que 3 ans au pouvoir, il entame un nouveau mandat de 5 ans. Lors de son premier mandat, le président gambien a également reculé sur de nombreux engagements, dont celui de poursuivre les responsables de crimes sous l'ère Yahya Jammeh au pouvoir pendant plus de 20 ans. Le sort de l'ancien dictateur, un enjeu primordial pour les Gambiens.
Le nouveau président devra d'ailleurs décider s'il suit ou non les recommandations d'une commission chargée d'enquêter sur la période Jammeh qui a demandé de traduire en justice les principaux accusés. D'autres défis attendent Adama Barrow, dont celui de stabiliser le nouveau système politique en place depuis seulement 5 ans, dans un pays touché de plein fouet par la pandémie de Covid-19 et où la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Vladimir Poutine est en Inde aujourd'hui. Ce déplacement majeur est d'ailleurs le deuxième seulement du président russe à l'étranger après le début de la pandémie de la Covid-19. Ce rendez-vous du 21e sommet bilatéral entre Moscou et New Delhi sera l'occasion d'aborder plusieurs dossiers internationaux et la coopération de ses alliés de longue date sur les plans stratégiques, énergétiques et militaires. Les précisions avec nos confrères de RT France. La défense et la coopération dans le domaine de l'espace au cœur des pourparlers du président russe Vladimir Poutine et le Premier ministre indien Narendra Modi. Le dirigeant russe se déplace ce lundi dans la soirée à New Delhi pour une visite de travail prévue de longue date mais repoussée à cause de la pandémie de coronavirus. Un échange d'une grande importance pour les deux chefs d'État selon Yuri Ushakov, conseiller du président. La rencontre se tiendra en format tête-à-tête. Des accords doivent être également signés lors de cette rencontre. Écoutez. On coopère dans divers secteurs, dans divers domaines, dont l'énergie nucléaire et l'espace. En témoigne la dizaine d'accords bilatéraux assez importants, y compris des accords semi-fermés, qui ont été préparés et seront signés pour la visite. Les parties continuent à travailler sur ces accords. Nous sommes convaincus que l'ensemble des accords sera formalisé dans le cadre de la visite. Une commission russo-indienne sur la coopération militaire se réunira également à New Delhi en présence du ministre russe de la Défense Sergei Shoigu et son homologue indien. Elle sera suivie d'une rencontre entre les chefs de la diplomatie et de la défense des deux pays. La visite de Vladimir Poutine intervient alors que la Russie a commencé la livraison à l'Inde de systèmes de défense antiaérienne S-400 Triumph. La première unité doit être livrée d'ici la fin d'année. La Russie et l'Inde ont signé un contrat pour 5 complexes S-400 en octobre 2018 pour un montant de 5,4 milliards de dollars. Visite du pape François en Grèce ce week-end au cœur des échanges, la crise migratoire. Durant ces 3 jours de visite, le pape a marqué sa présence par les appels à une meilleure intégration des migrants en Europe. Il a par ailleurs lancé un appel ferme à la solidarité avec les réfugiés. Retour sur cette visite. Le pape très ému ce dimanche dans un camp de migrants sur l'île grecque de Lesbos et qui ne mâche pas ses mots sur la crise migratoire. La Méditerranée, qui a uni pendant des millénaires des peuples différents et des terres éloignées, est en train de devenir un cimetière froid, sans pierre tombale. Ne permettons pas que la Mare Nostrum se transforme en une désolante Mare Mortum, que ce lieu de rencontre devienne le théâtre de conflits. Ne permettons pas que cette mer de souvenirs se transforme en une mer d'oubli. Frères et sœurs, je vous en prie, arrêtons ce naufrage de civilisation. Le chef de l'Église catholique s'est rendu dans le camp de Mavrovouni. Ici, plus de 2200 personnes sont entassées dans des tentes ou des containers. Parmi elles, on dénombre près d'un tiers d'enfants. Ailleurs en Europe, la situation est tout aussi inquiétante. Le continent est touché de plein fouet par une vague migratoire sans précédent. Récemment, un drame s'est déroulé dans la Manche. 27 migrants y ont perdu la vie alors qu'ils tentaient de rejoindre les côtes britanniques. De son côté, la Pologne, qui subit une pression liée à l'arrivée de nombreux réfugiés à la frontière avec la Biélorussie, a entrepris la construction d'un mur. Une situation face à laquelle le pape pointe du doigt les dirigeants européens. Il est triste d'entendre proposer comme solution l'utilisation de fonds communs pour construire des murs, pour construire des barbelés. Nous sommes à l'ère des murs et des barbelés. Avant de partir, le pape a distribué des présents aux réfugiés. C'est la deuxième fois qu'il rend visite à des migrants à Lesbos. Il y a 5 ans, il avait ramené avec lui 12 réfugiés syriens de l'ancien camp de Moria. Cette fois, 50 demandeurs d'asile vont être transférés à Chypre. Et certains espèrent même accompagner le souverain pontife jusqu'en Italie. Une main tendue du Vatican aux migrants en guise d'exemple aux pays européens.
C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.bena-eden.tv.